pour ce grand jury dont vous êtes l'invité, Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir. Vous serez interrogé par Alexis Brézet du Figaro et Éric Revel d'LCI. Le retour de Nicolas Sarkozy, la situation de François Hollande, les frappes de l'aviation française en Irak. Il y a beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir. Je voudrais d'abord vous entendre, Marine Le Pen, sur la colère des agriculteurs bretons. Est-ce que vous condamnez l'incendie volontaire de 2 bâtiments administratifs ce week-end à Morlaix ? Oui, j'ai vu que l'exercice politique consistait à condamner, parce que quand on a condamné, comme ça, on pense qu'on est tranquille et qu'on a pu à se pencher sur les raisons de cette colère. Est-ce que vous comprenez ? Eh bien, moi, d'abord, je comprends tout à fait les raisons de cette colère. Il faut quand même savoir qu'avant qu'ils subissent les conséquences de l'embargo russe, provoqué par la servilité du gouvernement français aux USA, la filière légumière a quand même dû subir des délocalisations de conserveries en Europe de l'Est. Ils ont subi les traités de libre-échange avec le Maroc. Ils ont subi la concurrence sauvage des Italiens et des Espagnols. Mais est-ce que ça justifie d'en arriver là ? Est-ce que ça justifie d'en arriver là ? Aujourd'hui, ils entendent qu'on est en train, en urgence, de mettre en place le traité Union européenne-USA, le traité Union européenne-Canada. Ils savent qu'ils vont en mourir. Est-ce que ça justifie d'en arriver là ? Mais évidemment que c'est malheureux qu'ils en arrivent là. Bien entendu que c'est malheureux. Mais quand on aura compris que lorsque l'on pousse le peuple à bout, il y a un moment donné où il réagit, j'aimerais que les mêmes, monsieur, j'appuie, les mêmes qui trouvaient qu'il était parfaitement légitime que le peuple tunisien se révolte alors qu'ils avaient faim, que les prix augmentaient et qu'ils n'avaient plus la confiance dans leurs dirigeants, et bien qu'ils aient au moins la même considération pour les agriculteurs français que l'on laisse mourir et même pour lesquels on contribue à leur mort certaine. Ces actes sont justifiés donc. Mais c'est pas la question de savoir s'ils sont justifiés. Leur colère est justifiée, bien entendu qu'elle est justifiée. Et ça n'est pas alors en voyant quelques aides comme des miettes, avec le mépris dont est capable le gouvernement, que l'on réglera le problème. Il faut s'attaquer au fond de ces difficultés qui sont extrêmement lourdes. Il faut non seulement les entendre, il faut les comprendre, mais surtout, il faut agir. Alexis, au-delà de la question des agriculteurs, vous pensez qu'il y a un risque d'explosion sociale dans les semaines qui viennent ? Oui, je le pense. Je le pense car plus je vais dans les différents territoires français, plus je vois non pas seulement une colère, mais une gigantesque détresse. Et je pense que la classe politique française ne mesure pas le niveau de détresse des Français. Ils ne mesurent pas les problèmes financiers qui sont les leurs. Ils ne mesurent pas qu'il y a des millions de Français aujourd'hui qui, lorsqu'ils font leurs courses, sont à 10 € près. L'explosion, elle peut venir d'où ? À 5 € près. Et lorsque les Français voient que malgré leur vote, malgré ce qu'ils disent, malgré ce qu'ils crient, lors des élections, eh bien, ils ne sont pas entendus. Et même, ils sont niés dans leur dignité d'électeurs, et dans leur dignité de travailleurs, et dans leur dignité de père et de mère de famille. Je pense qu'il faut que le gouvernement prenne conscience que, après tout, ce sentiment de révolte qui anime les Français, eh bien, pourrait entraîner effectivement une agitation sociale importante. 18 mois fermes pour les bonnets rouges, ça vous paraît justifié, trop, oui, pas assez ? Je remarque que les bonnets rouges, ils prennent 18 mois ferme, mais que les Femen, elles prennent l'autorisation de repartir laver de leurs exactions. C'est très étonnant quand on sait qui est le garde des Sceaux. C'est très étonnant quand on sait que le gouvernement socialiste est le gouvernement du laxisme, de l'idéologie, du 2 poids 2 mesures. Mais vous avez semblé juste, sur ma première question, quand je vous ai demandé si vous condamniez ces actions, vous avez semblé un petit peu l'écarter. Mais quand on prétend, comme vous, exercer les responsabilités, est-ce que vous n'êtes pas obligé de comprendre Manuel Valls qui dit qu'il sera très ferme avec les agriculteurs qui ont commis ces actes ? Mais dans ces cas-là, il aurait fallu aussi qu'ils disent qu'ils seraient très attentifs à se pencher sur la situation de souffrance, de désespoir de ces agriculteurs. Est-ce que l'État peut se permettre de ne pas réagir avec fermeté ? Bien entendu, l'on regrette que des travailleurs français en viennent à brûler des bâtiments publics pour pouvoir être entendus du gouvernement. Mais je crois que ça n'est que la conséquence, hélas, d'une longue situation où ils ont vraiment l'impression d'être niés
dans leur existence et dans leur utilité, car enfin, ces agriculteurs, c'est cette industrie agroalimentaire qui est dévastée depuis un certain nombre d'années par des décisions, pas seulement par une crise qui se perpétuerait, par des décisions politiques, eh bien, ils ont l'impression qu'on les laisse mourir dans l'indifférence générale et qu'on leur conteste même l'utilité qu'ils ont pour notre pays, l'indépendance alimentaire, la sécurité sanitaire de produits qu'ils fabriquent avec des normes qui sont très lourdes et auxquelles ils se sont soumis, pour lesquels ils ont fait des sacrifices, alors même qu'on les met en concurrence avec des pays et des productions qui ne respectent aucune norme sociale, aucune norme environnementale, aucune norme de sécurité. Question d'Éric Revel. Ah oui, moi je les comprends, je suis désolé. J'aimerais revenir sur une question de fond aussi, où vous nous avez dit « Je sens poindre les prémices d'une révolte sociale dans le pays ». Pour vous, cette révolte sociale, c'est dû à la crise économique ou une crise politique qui ne cesse visiblement de prendre du poids et de l'ampleur dans notre pays ? C'est une crise sociale, une crise économique, une crise politique. C'est d'ailleurs la confluence des trois crises qui représentent un danger. Dans une démocratie, le principe même, c'est que le désir de changement, les préoccupations, la colère même parfois, elle s'exprime dans les urnes et elle doit être entendue. Et elle doit être respectée. À partir du moment où les résultats des élections ne sont ni entendus ni respectés, il ne faut pas s'étonner que certains cherchent demain peut-être à aller exprimer leurs préoccupations, exprimer leur colère ailleurs que dans les urnes. Et ceux qui seront responsables, Monsieur Revel, ça n'est pas le peuple excédé. Ceux qui seront responsables de cette situation, ce sont les gouvernants qui n'ont pas voulu entendre. Dernière question sur ce sujet, Marine Le Pen. Le parquet a lancé tout à l'heure un appel à témoins pour que les personnes qui auraient vu les agriculteurs commettre ces actes de dégradation vendredi soir dénoncent. Est-ce que c'est quelque chose, là encore, que vous entendez ? Évidemment, le Parti Socialiste change vite. Je les entends encore il y a quelques années, lorsque on suggérait ce type de méthode, parler des heures les plus sombres de l'histoire, de ces appels à la dénonciation scandaleux. Pardon ? Il s'agit du parquet, en l'occurrence. Oui, bon, d'accord, oui. Il ne peut pas y avoir une énorme différence non plus, quoi, si vous voulez. Voilà, bon. Moi, encore une fois, je pense aux victimes. Vous savez, quand on est face à cette situation, je pense aux victimes de meurtres, d'assassinats, de viols, qui se multiplient, elles aussi, dont on ne parle plus. Car il n'est plus à la mode, je crois, de parler d'insécurité dans notre pays. Il n'est plus à la mode de faire le bilan de l'explosion de la criminalité. Et celles-ci doivent se dire, nous aussi, on aurait bien aimé qu'il y ait des appels comme ça qui soient lancés pour retrouver l'assassin de mon fils, le violeur de ma fille, etc. On est d'accord pour dire que vous mélangez. Voilà, je remarque que le deux poids, deux mesures est systématique. Que d'un côté, il y a la plus grande sévérité à l'égard des bonnets rouges, à l'égard des agriculteurs en colère, le plus grand laxisme à l'égard des crimes de droit commun, à l'égard des fémènes. Voilà, c'est ce que nous vivons, déjà ce que vivent les Français et ce que ressentent les Français depuis déjà un certain nombre d'années. Marine Le Pen, est-ce que vous allez regarder Nicolas Sarkozy tout à l'heure sur France 2 ? C'est pas une évidence, ça, vous voyez. Parce que je veux dire, le retour de Nicolas Sarkozy, c'est un peu comme un vieux feuilleton, quoi. Ça a à peine commencé, déjà je suis lassé, moi, en ce qui me concerne. Mais il paraît que politiquement, ça vous réjouit. Ça me réjouit. C'est un peu Merlin l'Enchanteur. Il va revenir pour essayer de faire croire aux Français qu'il a changé pour la 3e fois. Choisir une tactique ou une stratégie, je ne sais pas bien. Je ne sais pas trop laquelle ça sera. Elle sera probablement différente de celle de 2007 ou celle de 2012. Ça prouve d'ailleurs le niveau de sincérité du personnage. Il ne peut pas avoir changé ? Non, il ne peut pas avoir changé, non, je ne le crois pas. Rien ne le dit d'ailleurs. Regardez les premiers pas, la première interview. Plutôt, il dit qu'il veut rassembler, mais il relance la guerre des chefs en taclant avec une violence, une brutalité inouïe, Alain Juppé, etc. On voit bien qu'il n'a pas changé cette immobilisme. Il y avait de la brutalité dans la tribune que vous avez lue sans doute sur Facebook. Oui, de la brutalité. Et même un peu de mauvaise foi. Enfin, je veux dire, quand il attaque Alain Juppé sur ses affaires...
Donc la batterie de casserole de Juppé est quand même plus ancienne que celle de Nicolas Sarkozy en l'occurrence. Puis cette sorte d'immodestie, la France a besoin de moi, alors je fais le sacrifice de mon retour. Alexis, est-ce que vous le sous-estimez pas malgré tout un peu, parce que il a quand même par le passé fait preuve de sa capacité à faire venir à lui l'électorat populaire. Aujourd'hui, 20% de ses électeurs sont passés chez vous, mais il peut peut-être les récupérer demain. Vous craignez pas ça un peu? Non, mais je crois que c'est vous qui mesurez mal l'intelligence des Français, à qui on a déjà fait le coup 2 fois quand même. Une fois ça a marché, la deuxième fois ça n'a pas marché. Donc je suis bedore que la troisième ça ne marchera pas non plus. Je pense encore une fois que Nicolas Sarkozy est daté, que son équipe est datée, que cette communication perpétuelle, ça n'est plus ce que les Français attendent. Les Français ils sont confrontés au mur du réel. Ils n'ont pas envie qu'on leur raconte des histoires. Ils n'ont pas envie que des communicants divers et variés leur vendent je ne sais quel encore retour d'un sauveur. Son retour est voué à l'échec. Ils ont envie de sincérité et surtout ils ont envie de solutions. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est que les solutions de Nicolas Sarkozy, on les a expérimentées. Je rappelle quand même qu'il est entré au gouvernement comme ministre de l'Intérieur, donc ministre chargé de la sécurité des Français, chargé de l'immigration, il y a 12 ans maintenant. Durant 10 ans, il a eu les manettes. Et les résultats, bien écoutez, ils sont ceux-là, 600 milliards de dettes supplémentaires, une explosion de l'insécurité, 100 000 naturalisations par an, 32 000 régularisations de clandestins par an, 200 000 entrées légales par an d'immigrés, le copinage profondément indigne et scandaleux avec le Qatar. On parlera tout à l'heure du Qatar. Qui est la tête du serpent islamiste. Bon. On en parlera juste. Vous dites que Nicolas Sarkozy. Attendez, les liens entre Nicolas Sarkozy et le Qatar, ça m'intéresse. Ah oui, le lien avec Nicolas... Bah oui, ça n'est une surprise pour personne. Le lien entre Nicolas Sarkozy et le Qatar n'est une surprise pour personne. C'est même lui qui a mis en œuvre, au bénéfice d'un pays qui n'en a pas vraiment besoin, il est assis sur une tonne de milliards de dollars, il a mis en place une convention fiscale permettant aux Qataris de ne pas payer les plus-values, notamment dans l'immobilier, que payent n'importe lesquelles des autres nationalités, ou même évidemment les Français. C'est vrai que ça n'a pas été remis en cause par François Hollande. Donc les liens de nos différents gouvernements successifs avec le Qatar sont en même temps suspects. Je le dis à votre antenne très clairement, suspects. Et ils sont une erreur. Ils sont liés à quoi, selon vous? Ils sont liés à quoi, selon vous? Ils sont liés à quoi, ces liens, selon vous? Oh, je pense qu'on fait des affaires ensemble. C'est ça. Ça doit être ça, la raison. On fait des affaires. On soutient des fonds souverains ou des fonds d'investissement, et les uns et les autres. Il y a même un grand quotidien du soir qui a évoqué le fait que si M. Villepin s'était tout d'un coup amouraché de Nicolas Sarkozy, c'était précisément en raison des liens que lui aussi entretient avec le Qatar. Alors vous voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est Le Monde. Une remarque, si vous permettez, Marine Le Pen, et une question. La remarque, c'est que vous ne croyez pas à l'homme providentiel. Pourtant, l'histoire de France, alors comparaison n'est pas raison, mais l'histoire de France est émaillée d'hommes et de femmes providentiels. D'ailleurs, chaque mois de mai, le Front National loue le souvenir de Jeanne d'Arc, qui fut une femme providentielle. Donc vous ne croyez pas au concept de l'homme providentiel Nicolas Sarkozy, mais l'histoire de France, comparaison n'est pas raison, mais l'histoire de France est émaillée de personnages qui sont montés. Ma question, c'est pas celle-ci, c'était juste une remarque. Ma question est la suivante. Nicolas Sarkozy, dans le journal du dimanche, dit « Marine Le Pen a tort de se réjouir de mon retour ». Est-ce que finalement, vous n'êtes pas en train de le sous-estimer ? Non, mais je ne le sous-estime pas. Moi, il vient pour gagner l'UMP, dont il veut changer le nom. Je remarque qu'à chaque fois qu'à droite ils ont changé le nom, c'était pour devenir plus immigrationniste, plus européiste, plus laxiste, plus ultra-libéraux. Le projet de Sarkozy, ça va aller dans ce sens-là, je pense que ça va aller dans ce sens-là, puisqu'il a déjà testé le pseudo-patriotisme, et ça n'a pas marché en 2012. Alors, il va probablement aller chercher au centre. Mais où est la sincérité de l'homme? Je veux dire, est-ce qu'on peut changer d'idée politique en 2 ans? Ou est-ce qu'on est purement dans la stratégie? Et si on est purement dans la stratégie,
ou d'ailleurs dans la tactique, c'est que l'on n'est pas un homme sincère. Donc je ne crois pas en Nicolas Sarkozy, je ne crois pas en sa sincérité, je ne crois pas en sa capacité d'action. Je sais très bien la soumission qui a été la sienne à l'Union européenne. Donc je veux dire, ils vont faire le match des chouchous de Bruxelles. Moi, je ne veux pas jouer à ce jeu-là. Vous dites que c'est un candidat moins dangereux pour vous que par exemple Fillon ou Juppé ? Je pense que parce que lui dit je vais faire barrage au Front National. Oui, bien sûr, mais tout le monde dit ça. Enfin, je veux dire, là aussi, ça, c'est pas faire preuve d'une grande originalité, quoi. Chacun se positionne comme étant celui qui va pouvoir faire reculer le Front National. Même Tapie, vous voyez, en son époque, disait la même chose. Bon, alors, il a rien inventé, Nicolas Sarkozy. Mais comme je vous le disais, comme je pense que la batterie de casserole de M. Juppé est plus ancienne que celle de Nicolas Sarkozy, comme je pense que ses gages à la gauche sont également plus anciens que ceux que Nicolas Sarkozy ne va pas manquer de développer lors de son retour, il a probablement un peu plus d'espace politique. Il est peut-être aussi un peu plus rassembleur. En tout cas, c'est ce que je veux croire des déclarations de M. Bayrou. Donc vous préférez Juppé ? Je préfère personne. Je prendrai celui que les adhérents de l'UMP auront choisi au moment de la primaire, qu'elle soit ouverte ou non. De toute façon, ça ne change rien pour moi, Monsieur Brézé. Rien. Car je l'ai toujours dit et je le redis aujourd'hui, François Hollande mène strictement la même politique que Nicolas Sarkozy. C'est la même pente. Il ne faut pas s'étonner de l'accélération. C'est le principe même de la pente. Pour faire le lien avec François Hollande, vous doutez de la sincérité de Nicolas Sarkozy, mais est-ce que sur le constat, vous le partagez ? C'est-à-dire Nicolas Sarkozy dit le pays est dans un état catastrophique, il ne pensait pas devoir revenir, mais en fait, il se sent obligé de revenir. Est-ce que cette sincérité-là, vous la partagez ou pas ? Nicolas Sarkozy a vu une opportunité de revenir avec la déroute de Jean-François Copé. Donc, c'est cette opportunité qui fait son retour. C'est donc un peu un opportuniste. Il profite de la situation. Que les vieux clivages droite-gauche n'ont pas de sens, pardon. Les seuls clivages droite-gauche, finalement, vous dites un peu ça aussi. Oui, mais je dis ça depuis 15 ans. Mais ce ne sera pas la première fois que Nicolas Sarkozy viendra dire la même chose que moi 15 ans plus tard. Mais là, encore une fois, la vraie question c'est, en est-il véritablement convaincu ? Je ne le crois pas du tout. Il a lui-même, en 2012, il y a 2 ans quand même seulement, mené justement ce combat entre la droite et la gauche, ce cinéma, cette pièce de théâtre qui veut faire oublier ce que disait très bien Philippe Séguin, c'est que en réalité la droite et la gauche ne sont que les détaillants d'un même grossiste qui est l'Union européenne. Marine Le Pen, cette semaine, Manuel Valls a obtenu la confiance de l'Assemblée. François Hollande a assuré lors de sa conférence de presse qu'il serait bien là en 2017. Et depuis la rentrée, vous nous disiez il faut une dissolution et jusqu'à preuve du contraire, les institutions tiennent. Est-ce que ce n'est pas la preuve que vous vous êtes trompé de diagnostic sur la situation politique ? Non mais moi je suis pas Madame Irma, je suis Marine Le Pen. Hein. C'est-à-dire que quand je dis il faut une dissolution, je dis il faut une dissolution parce que précisément nous sommes dans une crise politique, une crise économique, une crise sociale majeure. Parce que moi j'écoute le peuple, que j'ai vu les résultats des élections municipales, que j'ai vu les résultats des élections européennes. Vous continuez de penser que cette situation n'est pas durable. Et que je ne pense pas possible qu'un président de la République qui aujourd'hui recueille 1% de Français qui ont tout à fait confiance en lui, c'est quand même assez peu, hein, c'est difficile de faire moins, puisse continuer sans tenir compte de ces élections intermédiaires. Mais d'ailleurs, François Hollande le pensait lui-même dans son livre en 2006. Il disait la même chose. Vous ne croyez pas qu'il j'irai jusqu'au bout. Vous pensez qu'il ne peut pas aller jusqu'au bout ? Il peut toujours tenter d'aller jusqu'au bout. Mais vous, au fond, vous pensez quoi ? Mais il en a la possibilité, il en a le droit. La Ve République lui donne l'autorisation de le faire. Mais encore une fois, jusqu'où cela sera-t-il possible ? Vous pensez que ça n'est pas possible ? Non, je pense qu'à un moment donné, il ne pourra pas faire autrement que de revenir au peuple. C'est d'ailleurs la solution la plus sage, car la voie démocratique est toujours la solution la plus sage lorsqu'il existe une fracture aussi béante entre les aspirations du peuple français, les choix politiques et économiques qu'ils veulent voir mettre en œuvre et ce qui est fait. Est-ce qu'il vous semble envisageable qu'il soit de nouveau candidat en 2017 ? Oh, je crois que tout est envisageable. Il n'est pas impossible, selon vous, qu'il le soit ?
Non, il n'est pas du tout impossible. Vous expliquiez tout à l'heure, Marine Le Pen, que vous n'étiez pas certaine de regarder Nicolas Sarkozy sur France Télévisions tout à l'heure. Est-ce que ça vous choque que France Télé consacre visiblement à sa demande une émission spéciale à quelqu'un qui se présente comme président du principal ou de l'un des principaux partis d'opposition? Je remarque moi-même, dont le mouvement a fait 25% aux européennes, n'avons jamais eu la possibilité de décider de la grille de programme de France 2. J'aimerais bien, et si France 2 nous en donne la possibilité, si ça devient en quelque sorte une jurisprudence, nous aimerions nous aussi en profiter. Mais je crois que là aussi, c'est un peu un trait de caractère de Nicolas Sarkozy, une manière de nous montrer que, allez, malgré tout ce qu'il raconte, il n'a pas beaucoup changé, hein. Cette immodestie qui consiste à arriver en décidant en quelque sorte qui est le plus à blâmer, lui ou France 2 qui accepte que ce soit lui qui décide de la durée, de l'horaire, de la manière dont il revient. En appelant la dissolution, vous avez dit, mais nous, dans la foulée d'une éventuelle dissolution, on est prêt à cohabiter, à la différence de la droite qui ne sait pas très bien sur ce point ce qu'elle veut faire. Mais cohabiter, ça vous paraît un bon système? Moi, je me souviens des déclarations de Jean-Marie Le Pen qui disait la cohabitation, c'est la paralysie, c'est très très mal, etc. Est-ce que c'est pas un peu curieux de se rallier aujourd'hui à la cohabitation avec François Hollande? En l'occurrence, figurez-vous, ce n'est pas nous qui avons mis en place ces institutions. On peut toujours dire non, on peut toujours dire on veut pas. Ah oui, on peut toujours dire on veut pas, oui, on peut aussi aller planter des tomates, élever des chèvres dans le Larzac. Non, mais vous savez quelle serait la conséquence? Ça signifie forcer le président de la République à démissionner. Voilà. C'est précisément ça. C'est ça l'objectif. Oui, bien sûr. La cohabitation, elle est là pour mettre en place une autre politique. Là, encore une fois, la situation institutionnelle est très claire. Soit le président se soumet à cela, soit il se démet. Eh bien, il fera ce qu'il souhaite faire. Ce qui est sûr, c'est que si nous gagnons les élections législatives, nous déterminerons et nous dirigerons la politique de la nation. Alors c'est intéressant parce que tout ce qu'il est possible de faire dans les marges de manœuvre qui sont les nôtres pour changer la politique. On va vous entendre là-dessus jusqu'à la pause parce que c'est très intéressant. Depuis la rentrée, vous dites que le Front National est prêt, le cas échéant, à exercer le pouvoir. Mais quand on y regarde de près, on bute sur plusieurs questions. D'abord, avec qui vous gouverneriez? Qui seraient vos ministres, votre Premier ministre? Mais vous avez quand même regardé de près, vous me dites? Vous êtes sûr de ça? Ah ben oui, non mais. Mais je crois pas que vous ayez regardé de près, car des gens de très grande qualité au Front National, il y en a à l'appel, en économie notamment, puisque c'est l'économie qui aujourd'hui est un sujet de préoccupation. Jean-Richard Suzer, professeur de gestion à la Sorbonne, le professeur Le Maire, ancien professeur HEC, Philippe Murer, qui avec Jacques Sapir a beaucoup des gens que les Français ne connaissent pas. Est-ce que vous pensez vous croyez que les Français, ils ont envie particulièrement de voir au gouvernement des gens qui connaissent? Vous voyez, parce que ceux qui connaissent, ils en connaissent aussi les résultats. Et en règle générale, ça a été plutôt mauvais quand même. On se pose la question de savoir si les choses ont changé. Dans un livre que Serge Moiti consacre à Jean-Marie Le Pen, il dit qu'il l'a suivi pendant 25 ans, il rapporte un propos de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen est présent en 2002 au second tour. Et Serge Moiti dit, Jean-Marie Le Pen me dit à ce moment-là, mais quel va être mon secrétaire général de l'Élysée? Quel va être mon Premier ministre? C'est pour ça qu'on se pose la question. Oui, est-ce que ce qui était vrai en 2002 n'est plus vrai aujourd'hui? Ben non, 12 ans après, non. Non, 12 ans après, clairement, la situation n'est pas la même. Clairement, le Front National est devenu depuis un parti de gouvernement et je crois que les Français l'ont parfaitement compris et qu'ils sont prêts à confier au Front National le soin de mener la politique avec laquelle ils sont d'accord. Car, parlons un peu de fond de politique. On parle beaucoup de tactique, on parle beaucoup de commentaires. Mais sur le fond, les Français, ils sont d'accord avec l'immense majorité des propositions centrales du Front National. Que ce soit en matière d'immigration, de maîtrise des frontières, de protectionnisme intelligent, de réforme du code de la nationalité. Alexis Brazet. Au-delà de cette adhésion à un certain nombre de thèses, pas à toutes, il y a aussi la question de la reconnaissance par l'opinion de la capacité à gouverner. Et vous dites les Français aujourd'hui estiment que le Front National est capable de gouverner. Aujourd'hui, d'après un récent sondage pour ITélé au Doxa, 35%, ce qui n'est pas rien, ce qui d'ailleurs est en augmentation, pensent que le Front National est capable de gouverner, mais 65% pensent qu'il ne l'est pas. Donc il y a 35%, quand même... je pense que c'est déjà largement plus que ce que recueille le PS. Il y a quand même des progrès à faire. Vous pensez pas qu'il y a un progrès à faire en termes de crédibilité? Vous le pensez, vous le savez. Vous passez beaucoup de temps à ça.
Non mais c'est pas un progrès à faire en termes de crédibilité, c'est un progrès à faire en termes de visibilité. Et ça, permettez-moi de vous dire, je n'ai pas tous les moyens à ma disposition, vous voyez, sauf si France 2 met en place la jurisprudence dont on parlait tout à l'heure. Il est vrai que les gens qui sont autour de moi et qui sont des gens très compétents, eh bien, ils ont du mal à se montrer aux Français. Mais je vais vous dire une chose, nous avons eu raison sur tout. Croyez-vous sincèrement qu'il y aurait au sein du Front National des gens qui ne seraient pas compétents alors que nous avons été les seuls à prévoir ce qui allait se passer en Libye, ce qui allait se passer en Syrie, ce qui allait se passer en matière internationale. Nous avons été les seuls à prévoir la crise. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Nous avons été les seuls à prévoir la crise économique et financière de 2008. Nous avons été les seuls à indiquer très clairement, mais de manière vraiment très précise, la manière dont allait se dérouler les conséquences de l'ouverture totale des frontières, du libre-échange, la désindustrialisation. Si nous avons vu tout ça, croyez-vous que ça tombe directement du ciel ou c'est parce que nous avons autour de nous... sujet central, pardonnez-moi. Parce que, nous avons autour de nous des gens qui sont des gens de grandes compétences, de grands talents, de grandes capacités d'analyse, qui nous ont permis, de dire aux Français, de les prévenir précisément de ce qui allait se J'aimerais précisément connaître, alors c'est un peu tarte à la crème, on vous la pose souvent cette question. Non, sûrement pas. Mais si, mais vous allez voir, mais c'est jamais, me semble-t-il, tout à fait net. Sur la question de la disparition de l'euro, on a eu le sentiment qu'il y a quelques mois, vous pensiez que c'était la meilleure solution et vous l'avanciez assez frontalement, cette solution. Aujourd'hui, j'ai le sentiment, mais je vous repose la question, est-ce que c'est toujours dans le programme économique du Front National que d'imaginer que la France se passerait de l'euro et reviendrait à une devise nationale? Oui, mais oui, parce que c'est un des seuls moyens, Monsieur Revel. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le grand combat qui est celui du Front National, c'est le combat aujourd'hui du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est une hérésie. La baisse du pouvoir d'achat est une hérésie économique. C'est clair, c'est une hérésie économique. La politique d'austérité est une hérésie économique. Et c'est en même temps une profonde injustice à l'égard des Français. Car, comme je vous le disais tout à l'heure, ceux qui travaillent dans notre pays ont aussi besoin, et ceux qui ont travaillé, ils ont besoin d'être respectés. Or, la manière dont on les empêche... Laissez-moi terminer. Mais si vous changez de devise, Marine Le Pen, comment est-ce que vous empruntez sur les marchés pour essayer de supporter la dette de notre pays? Comment est-ce que vous empruntez sur le marché? C'est parce que le combat essentiel est celui du pouvoir d'achat qu'il faut mettre en œuvre les moyens pour retrouver la croissance. Or, les moyens, ça passe par une monnaie nationale, ça passe par le patriotisme économique, ça passe par le protectionnisme intelligent, ça passe, comme je l'ai dit pendant la campagne présidentielle, par l'augmentation des salaires les plus bas. Le pouvoir d'achat égale croissance, et grâce à la croissance, on n'a plus besoin de s'endetter. On n'a plus besoin d'emprunter pour rembourser notre dette, c'est ça que vous nous dites. Mais voilà. Sans croissance, il n'y a pas de possibilité de résoudre les déficits et la dette. La France a 2000 milliards de dettes. Si on change de monnaie, la France aura toujours 2000 milliards de dettes. Même si vous faites défaut sur un bout de cette dette, il restera toujours une quantité considérable de dettes. On la finance aujourd'hui à 1%. Si demain, si demain cette dette, on est obligé de la financer à 20%, parce que c'est ça qui peut aussi se passer. C'est que les marchés aujourd'hui nous prêtent parce que c'est l'Allemagne, parce que c'est l'euro. Demain, ils nous demanderont 20% d'intérêt. C'est 400 milliards d'intérêts. Vous faites comment? Non, mais je vais vous dire. Ça, le pouvoir d'achat, il y en a plus. Objectivement, Monsieur Brézet, j'ai l'impression de vivre un jour sans fin. C'est-à-dire que tous les matins, je me réveille, je viens sur RTL au grand jury et on me repose la même question. Alors je vais vous refaire la même réponse. Ce que vous n'avez pas compris, c'est qu'au-delà de la maîtrise de la monnaie nationale, nous aurons à nouveau une monnaie nationale, nous aurons aussi à nouveau une Banque de France qui prêtera au Trésor sans intérêt, comme ça a existé jusqu'en 1973. On a compris. Qui nous évitera... Oui, mais d'accord. Mais en termes de crédibilité de la France, raisonnable, en termes de crédibilité de la France, les marchés, allons jusqu'au stock de dette, on création de la monnaie de manière raisonnée et raisonnable, mais pour l'injecter dans l'économie réelle. Pas la planche à billets qu'est en train de faire l'Union européenne, que tout le monde trouve génial d'ailleurs par ailleurs. On va en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Mais pour financer les banques. Alors oui, nous aurons encore
vous avez raison, une dette importante. Mais précisément, ça nous permettra de pouvoir la rembourser, d'abord parce que nous avons retrouvé le chemin de la croissance, et donc de l'emploi, et donc de recettes. Vous êtes complètement accro. Je suis désolé de vous dire la même chose. Si, c'est la Banque de France qui vous prêtera, Monsieur Brézé. Vous inquiétez pas, la Banque de France vous prêtera. Je vous propose de marquer une pause. On va poursuivre ce débat. Pour pouvoir rembourser une partie des intérêts, rembourser une partie du capital, mais surtout relancer la croissance, relancer l'emploi et donc recréer des recettes fiscales sans augmenter l'impôt, simplement parce que les Français auront enfin du travail, pourront gagner leur vie, payer ainsi les impôts qu'ils payent normalement quand ils gagnent leur vie, et parce que c'est comme ça qu'on réduit le déficit. Regardez votre politique d'austérité que vous aimez tant, regardez comme elle a aggravé les déficits français. On va en parler tout à l'heure. On va en parler avec grand plaisir. On laisse passer les informations et on revient sur ce sujet dans quelques minutes. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité ce soir, Marine Le Pen, présidente du Front National. Le débat est dirigé par Jérôme Chapuis. Nous sommes de retour dans le grand studio d'RTL avec Marine Le Pen. Nous étions dans un débat enflammé sur la sortie de l'euro juste avant la pause. Je vous propose de le prolonger, mais de manière un peu différente, en évoquant le déjeuner de demain. Manuel Valls est en Allemagne. Il va déjeuner avec Angela Merkel. Et si vous étiez à la place du Premier ministre, Marine Le Pen, que diriez-vous à la chancelière allemande ? Eh bien, je lui dirais que la France est un pays libre, que nous n'avons pas à nous soumettre à l'autorisation des uns et des autres. Nous avons des engagements européens. Non, le peuple français, lui, n'a pas d'engagement. Le peuple français a voté depuis des années pour des responsables qui se sont engagés. Le peuple français, il a voté au référendum non. Non, c'est non. Voilà. Lui, il n'est pas engagé. Ce sont les dirigeants traîtres de l'UMP et du PS qui ont engagé le peuple français dans des traités européens, qui fait que peut-être demain, nous allons être mis sous tutelle et nous n'aurons même plus à demander l'autorisation à la Commission à présenter notre budget. C'est elle qui fera notre budget. C'était un référendum sur le traité constitutionnel. On ne va pas d'ailleurs revenir 10 ans après sur 2005. Non, sur les trahisons d'hier, bien sûr. Mais vous savez bien que il ne s'agissait pas, en votant non, de remettre en cause la totalité de la construction européenne. Il y a peut-être une nuance entre les deux. Voilà, vous dites que la France est un pays libre. Il n'y a pas de nuance du tout, monsieur. Non, là vous vous trompez totalement. Car précisément, les règles de traité budgétaire, précisément, c'est l'UMP et le PS qui l'ont imposé. Précisément. Mais l'UMP et le PS ont été démocratiquement élus depuis des années par... Mais les Français ont dit non par référendum. Vous savez, ils avaient dit oui par référendum à Maastricht en 1992. Et c'est sur ces règles-là que ils avaient dit oui. En 1992, ils ont dit oui. Mais en l'occurrence, après, ils ont dit non. Voilà. Ils n'ont pas dit non à la monnaie européenne. Ce n'était pas là-dessus. C'est comme les femmes. Vous voyez, quand elles disent oui, c'est oui. Quand elles disent non, c'est non. Ce n'était pas sur la monnaie unique que portait. Ce n'était pas sur la monnaie unique que portait le référendum de 2005. Non, c'était sur les règles précisément qui nous enfermaient, qui gravaient dans le marbre notre soumission aux règles de l'Union européenne et notamment notre soumission budgétaire. C'est précisément ça qui a été imposé aux Français. Et les Français ont été sages. Ils avaient, eux, refusé cette soumission car ils se considèrent, Dieu merci encore, comme un peuple libre. Mais ils n'ont pas donné quitus ce jour-là à leurs dirigeants pour détruire la construction européenne. Non, écoutez, monsieur Chapuis, que vous et l'ensemble des journalistes, et l'ensemble des éditorialistes, et l'ensemble des économistes, et l'ensemble de la classe politique aient vendu une Europe qui n'a apporté, malgré vos grands discours, ni la paix, ni la sécurité, ni l'emploi, ni la prospérité, est une chose. Que personne ne fasse son mea culpa aujourd'hui est aussi une chose. Mais s'il vous plaît, ne faites pas dire au référendum de 2005 l'inverse de ce qu'il a dit. Les Français se sont exprimés, ils ont été trahis et on leur a imposé une constitution qu'ils avaient rejetée. Point. Donc je dis que moi, si j'étais à la place de monsieur Valls, j'irais expliquer à madame Merkel qu'elle défend les intérêts de l'Allemagne et que c'est tout à fait légitime, mais que nous défendons les intérêts de la France et que les intérêts de la France ne passent pas par une politique d'austérité dont je remarque, et je pourrais vous répondre comme ça, que quand même, elle a aggravé considérablement les déficits. On devait être à 4,2, on est à 4,4. En 2013, d'ailleurs, elle a augmenté les déficits partout et elle a augmenté la dette partout. Alors, Alexis, vous poser une question. Voilà. Contre l'austérité, contre l'Europe.
très bien, admettons. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité, comme vous dites, pour la France de lutter contre la dérive indéfinie des déficits publics et de la dette? Sans parler d'Europe, ne mettons pas ça sur l'Europe, rien que pour la France. Okay. Est-ce que c'est pas nécessaire? Alors je vais vous expliquer une chose très rapide. Premièrement, la dérive dont vous parlez est d'abord celle des intérêts que nous payons au marché financier, parce qu'en 60... Non, pas que. Non mais laissez-moi terminer une phrase quand même, c'est pas facile. Parce que, mais si, quand même, c'est le deuxième budget, excusez-moi, de l'État. Nous payons chaque année le deuxième budget de l'État des sommes faramineuses qui sont les intérêts des emprunts au marché financier qu'on nous a forcé à faire, puisque en 73 on a interdit à la Banque de France de prêter au Trésor sans intérêt. Deuxièmement, nous payons le chômage, c'est-à-dire la conséquence de la folle politique d'austérité qui est menée et qui, en réalité, tue la croissance. Vous nous et parlez ne la des fait causes, mais vous ne répondez pas à la question de la déficit. Le chômage, c'est 30 ans qu'on fait des déficits. Le chômage, c'est gentil de mettre en cause vos amis de la droite. Oui, évidemment. Aussi, vous avez raison, ils ont une grande responsabilité aussi. Oui, mais donc tous ces déficits n'ont pas créé de croissance. Ça coûte 60 milliards par an. Bon, si nous arrivons à résoudre le problème du chômage, nous n'avons plus de problème de déficit. Non, mais disons les choses telles qu'elles sont, parce que là, on trouve les pistes. Et puis parlons un peu de l'immigration, dont on ne parle plus. Il paraît que c'est plus non plus à la mode de parler d'immigration. Continuer à parler, Madame Le Pen. Oui, mais laissez-moi terminer ma phrase, parce que l'immigration est un problème important que les Français subissent de plein fouet et dont ils voient bien qu'ils sont obligés de prendre en charge un nombre de plus en plus considérable de gens qui viennent, qui n'ont pas d'emploi, puisqu'il n'y en a pas, par définition, et qui, évidemment, représentent un poids qui est aujourd'hui insoutenable sur le système de protection sociale. Et c'est sans parler, de réduire ces déficits. Et c'est sans parler des travailleurs détachés. Alors, oui, il y a des réformes à faire. Est-ce qu'il faut réduire les déficits? Mais la plus grande réforme, M. Brézé. Non, mais est-ce que le principe de réduire les déficits, sans parler d'Europe, ça vous paraît, oui ou non, un objectif? Oui, M. Brézé, mais pas comme ça. Je vous l'explique. En reprenant la voie de la croissance, en retrouvant la voie de l'emploi, en recréant des recettes fiscales, non pas en augmentant les impôts, mais en permettant aux Français de créer de la richesse, en protégeant nos secteurs économiques de la concurrence internationale déloyale, en évitant que nos salariés et nos travailleurs soient mis en concurrence avec des travailleurs détachés. Parce que j'ai vu ce qui s'est passé avec LCI, M. Revel. Je remarque que la concurrence, c'est bon pour les producteurs de légumes, c'est bon pour les salariés, c'est bon pour les travailleurs, mais c'est pas bon pour BFM et pour Canal. Hein. Ah là, non, là, c'est scandaleux, la concurrence. Là, vous prenez un peu dépourvu. Non, oui, je pensais vous poser une question à la fin. Mais je remarque quand même que dans le milieu médiatique ou dans le milieu culturel, on se protège de la concurrence déloyale, qu'en revanche, les travailleurs, les salariés, les indépendants, les taxis, les pharmaciens, etc. Eux, c'est concurrence à tout va. J'espère que ça ne va rien enlever au mordant d'Éric Revel. Non, je pensais vous poser cette question à la fin de l'émission, mais vous y avez répondu. Écoutez, je le note. Non, je voulais vous poser une question sur l'Europe. Donc, vous dites à Alexis Brézé, l'austérité non, mais la rigueur, oui. Il faut quand même trouver une solution au poids de la dette et l'accumulation de déficits en France. Ma question est très simple. Est-ce qu'on peut vous réconcilier avec ce qui est en train de naître en Europe? Pourquoi pas? Mario Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, dit, l'austérité, la rigueur, c'est vrai que ça n'a pas tout à fait porté les fruits qu'on pensait, dit le président de la BCE. Il faut faire de la relance. Jean-Claude Juncker propose un paquet de 300 milliards d'euros pour relancer peut-être dans les infrastructures la croissance en Europe. Est-ce que cette évolution de Bruxelles trouve grâce à vos yeux? D'abord, je n'y crois pas. Attendez, c'est annoncé, vous avez le droit de pas y croire, mais c'est annoncé. Mais l'euro a déjà commencé à baisser. Et l'euro baisse. Oui, écoutez, il baisse, il est à 1,30 quoi. Je veux dire, faut pas non plus, on va pas sauter au plafond. Il est encore 30% plus cher que le dollar. Bon, et puis ça ne règle pas un problème. C'est la concurrence qui nous est faite, notamment par l'Allemagne. Là, on a la même monnaie et par conséquent, la concurrence qui est faite par l'Allemagne, et je prends ce symbole-là parce que il est compréhensible par tous. Je pense à l'industrie du porc où l'Allemagne fait venir des travailleurs à très bas coût, où on nous a vendu pendant la campagne européenne. Vous inquiétez pas, l'Allemagne va faire un SMIC, c'est merveilleux. Et puis on s'est rendu compte au fur et à mesure qu'en réalité le SMIC, on était exclu justement les travailleurs agricoles, c'est-à-dire tous les secteurs qui sont en concurrence directe avec la France. Donc ça ne règle pas ce problème-là. Donc encore une fois,
je note que les élites trouvent que la création monétaire, c'est très bien quand c'est l'Union européenne qui l'a fait, mais quand Marine Le Pen demande à en faire une partie raisonnable en France, tout le monde trouve ça pas bien. Bon, ça je le note, c'est quand même une sacrée contradiction. Mais je pense que ça ne résout pas le problème. Car encore une fois, il faut une grande réforme économique de fond, M. Brézé, vous qui aimez les réformes, une grande réforme économique de fond avec une monnaie nationale que l'on puisse mettre à la manière de notre économie. Il faut des frontières qui soient maîtrisées et contrôlées. Il faut lutter contre la concurrence internationale déloyale. Il faut du patriotisme économique. Ça, ce sont les bases. Et puis, il faut libérer les PME et les PMI. Mais ça, nous ne pourrons le faire que lorsque nous aurons retrouvé la croissance. Alexis Brézé. Justement, tout le monde s'est trompé. Les experts, les hommes politiques, Mais est-ce que le Front National s'est pas trompé? Ils se sont trompés, enfin, défendu leurs intérêts, quoi. Non, moi je me souviens, il y a 15 ans, 20 ans, le Front National, sous l'égide de votre père Jean-Marie Le Pen, était un parti libéral, qui disait il y a trop d'impôts, trop de fonctionnaires, trop de dépenses publiques. C'était ça. Je me souviens même à l'époque où Jean-Marie Le Pen était reaganien. C'était ultra-libéral. Et aujourd'hui, vous êtes passé totalement de l'autre côté, vous êtes quasiment mélanchoniste dans votre programme économique. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux pour que ça change de tout au tout? Bon, la caricature est autant dans la première partie de votre propos que dans la deuxième. Votre père n'a pas été réganien? Si, il l'était. Non, nous avons toujours été cohérents, M. Brézé. Lorsque Jean-Marie Le Pen plaidait pour une économie libre, c'était au moment où le socialo-communisme voulait imposer cette idéologie en France. C'est tout à fait différent de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Car aujourd'hui, c'est l'excès d'ultralibéralisme qui est en train de tuer les Français. Ils ont donc besoin de retrouver des frontières, de retrouver la maîtrise de leur économie, et puis après tout, avoir sa monnaie. Est-ce que ça n'est pas un élément fondamental de la souveraineté? Je ne vous parle ni d'Europe ni de monnaie, mais je vous parle effectif de la fonction publique, il ne faut plus couper dedans, les services publics, les banques qui vont être nationalisées, toutes les réformes socialistes que vous avez dénoncées. Avez-vous vu la guerre? Non, mais je vous pose la question. Le contexte économique a changé. Mais vous me posez une question et vous m'empêchez d'y répondre. Je vous en prie. Avez-vous vu la guerre? Vous avez vu la guerre économique qui se déroule? Nous sommes dans une situation de pays en guerre économique. Ça veut dire qu'il faut une économie de reconstruction. Et lorsqu'on sort d'une guerre, ça n'est pas les mêmes décisions qu'il faut prendre que lorsque l'on est en pleine croissance. Au passage, j'ai entendu M. Juppé dire que avec moi, on retournerait 50 ans en arrière. Soit, j'en accepte l'augure. 50 ans en arrière, c'était le général de Gaulle, c'était la croissance, c'était le plein emploi, c'était une France qui industrialisait, c'était une France qui avançait. Eh bien, si Monsieur Juppé considère qu'il y a 50 ans ça fonctionnait pas, moi je trouve que sur le plan économique ça fonctionnait plutôt bien. Le retour à la retraite à 60 ans, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui ça peut marcher? Oui, je pense que ça peut marcher. Mais je pense qu'il y a énormément de gens comme vous, en revanche, parce que c'est comme ça, c'est politiquement correct, qui ont eu de cesse pendant des années de dire aux Français qui n'en peuvent plus de cela, je vous le dis sincèrement, qu'ils sont coupables. On n'a pas cessé de les culpabiliser. On n'a pas cessé de leur dire que la crise c'était eux, qu'ils travaillaient pas assez, que c'était honteux de se reposer le dimanche, qu'ils étaient trop payés, qu'ils étaient trop protégés, que leur retraite était trop importante. Ça n'est pas vrai. La réalité, c'est que ce ne sont pas les Français qui sont responsables de la crise. Ce sont les dirigeants politiques. C'est la classe politico-médiatique des économistes de tout poil qui ont imposé aux Français un modèle qui est en train de ruiner notre pays. Marine Le Pen. Une petite question, puisque vous parlez de pouvoir d'achat, croissance et croissance, donc plus de problème pour notre dette. Comment est-ce que vous accueillez dans ces conditions la décision de Manuel Valls de supprimer la première tranche d'impôt sur le revenu, voilà, qui va redonner du pouvoir d'achat? Donc vous soutenez ce type de mesure? Mais faire et défaire, c'est toujours travailler, vous me direz. Hein. Oui, d'accord. Mais vous soutenez cette mesure puisqu'elle va accroître le pouvoir d'achat. C'est le problème central, vous le disiez tout à l'heure, de l'économie française. Qui paye? Parce qu'à chaque fois que les gouvernements socialistes ont une bonne idée, je m'aperçois que c'est le voisin qui paye. Donc si c'est pour donner 40 € à l'un, mais faire payer 120 à l'autre, oui voilà, vous voyez, donc c'est confus. Non, mais sur le principe, alléger confus. l'impôt, c'est une chose qui vous va. Non, je pense que ce qu'il faut, c'est faire quelque chose de beaucoup plus radical que cela. Et je l'avais proposé pendant la campagne présidentielle, c'était faire prendre en charge par l'État 200 € des cotisations salariales des salaires jusqu'à 1,2 fois le SMIC pour donner une augmentation nette de salaire de 200 € pour tous ceux qui ont jusqu'à 1,2 fois le SMIC. Et faire payer cela, non pas par le voisin, qui est à peine plus riche que ceux qui gagnent le SMIC, mais par une taxe à l'importation, qui était une taxe dérisoire, mais qui rapportait de quoi précisément relancer ce pouvoir d'achat.
Marine Le Pen, il faut qu'on évoque la situation internationale. En Ukraine, il y a eu un accord entre Kiev et Moscou juste à la veille du week-end. Il tarde à être mis en œuvre. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur la position du Front National, parce que vous avez beaucoup dénoncé un alignement de la France et de l'Union européenne sur les États-Unis. Est-ce que vous n'êtes pas aligné, j'allais dire, de manière symétrique avec la Russie? Non, en aucune manière. Pour une raison simple, c'est pour l'instant, il faut bien dire que la Russie n'a pas le pouvoir que s'est attribué les États-Unis. Ces soldats sont sur le sol ukrainien. Ces soldats sont sur le sol ukrainien. Mais non, mais ça vous... Ah ben si, ça a quelque chose à voir. La Russie, ça n'a rien à voir. Je veux dire, la Russie n'a pas une structure comme l'OTAN oui, mais ces hommes sont en Ukraine. Que Nicolas Sarkozy a rejoint, privant la France de sa liberté, de son indépendance. Je veux dire, nous étions et nous devons rester un pays non aligné. C'est clair. Alors ça, là-dessus, non aligné. À ce propos. Ça veut dire que nous n'avons pas d'amis privilégiés, États-Unis ou Russie, mais nous n'avons pas d'ennemis non plus privilégiés. Il y a quelque chose que je voudrais vous faire. Nous sommes libres. Attends, laissez-moi terminer juste que je termine une phrase, sinon ça n'a pas de cohérence. La vraie seule question, c'est quel est l'intérêt de la France? Or, l'intérêt de la France aujourd'hui, ça n'est pas de suivre aveuglément les États-Unis. L'intérêt de la France, c'est de précisément recréer des relations stratégiques avec la Russie, économiques avec la Russie, qu'elle n'a pas aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous faire écouter, parce que vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez autour de vous des tas de gens avec qui vous pourriez travailler éventuellement dans un gouvernement. Il y a un homme qui s'appelle Aymeric Chauprade, qui est eurodéputé, qui dirige la délégation Front National au Parlement de Strasbourg et qui était le 10 septembre dernier au Kremlin dans le cadre d'une conférence, et il y a tenu des propos qu'on a retrouvés en préparant cette émission, et on va les écouter parce qu'à mon avis il y a matière à débat. Il y a aujourd'hui un espoir. Cet espoir, c'est que un pays important, un pays qui est redressé depuis 1999 grâce à son président Vladimir Poutine, la Russie, apporte l'espoir aux peuples qui défendent leur nation. Cette Russie, elle est l'espoir du monde aujourd'hui, et je dis qu'il faut que tous les patriotes s'unissent autour d'elle. Est-ce que c'est pas un peu excessif? La Russie est aujourd'hui l'espoir du monde. Ce qui est sûr, c'est que c'est une grande nation qui est attachée à sa souveraineté. Mais qui vous a recréé ces propos, vous reprendriez les propos d'Aymeric Chauprade comme ça? Non, je n'ai pas, non. Puis je suis Marine Le Pen, moi je dis, je parle comme Marine Le Pen. Marine Le Pen, vous dénonciez mais en quoi est-ce une forme sur les États-Unis ou la d'alignement Russie lorsqu'on entend vos déclarations? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'alignement sur le modèle russe? C'est la question qu'on peut se poser. Mais, monsieur, la vraie question, c'est quel est le modèle russe? Ça, ce serait peut-être une question intéressante à se poser. Le modèle russe est un modèle qui précisément refuse de se soumettre au modèle américain, auquel s'est soumis l'intégralité des pays de l'Union européenne. Et c'est bien malheureux, parce que ce modèle économique qui a été importé en Europe, il est un modèle économique ultralibéral qui a entraîné la ruine de nos nations. Donc le modèle russe est un modèle de patriotisme économique. C'est intéressant. La Russie, c'est un modèle aussi ultralibéral. Les fortunes colossales qui se sont accumulées en Russie, si vous voulez, c'est quand même un modèle ultralibéral. Mais vous avez raison de le dire. Pendant 10 ans, ça a été le cas. Et précisément, il y a eu un revirement, puisque les oligarques qui ont bénéficié au détriment du peuple russe de tous les accès, notamment sous Yeltsin, ont été assez sévèrement, il faut bien le dire, tenus depuis l'arrivée de M. Poutine. Mais ça c'est presque... Bon, l'intéressant, c'est c'est un modèle économique qui est un modèle fondé sur la souveraineté. C'est intéressant de voir ce modèle. Il n'est pas le seul. Il y a d'autres nations dans le monde qui ont un modèle économique fondé sur le patriotisme économique. Mais ça ne vous dérange pas, en tout cas, ça ne vous dérange pas d'entendre M. Chauprade dire ce qu'il a. Ça ne vous dérange pas de dire... Le Venezuela, c'est aussi un modèle de patriotisme. Ce que je veux, moi, c'est un monde multipolaire. Je veux que nous puissions discuter avec des grandes nations, et la Russie est incontestablement une grande nation, avec lesquelles, encore une fois, je pense que nous avons des intérêts stratégiques convergents. Alors moi, la guerre froide, la diabolisation, qui est... Il est diabolisé, Vladimir Poutine? Bien sûr que oui, enfin vous le voyez bien. Il faut être aveugle pour ne pas le voir. Il faut être aveugle pour voir que c'est à la demande, ne pas voir que c'est à la demande des États-Unis que la France a rompu le contrat Mistral à
tout. Il n'est pas rompu, il est suspendu. Oui, mais... À tout risque pour nous. Vous préférez la Russie de Poutine à l'Amérique d'Obama? Mais je ne préfère pas, je ne veux pas être soumis ni à un pays ni à un autre, et je ne veux rompre aucune relation ni avec un pays ni avec un autre, et surtout je suis une grande fille. Et je n'ai pas à me laisser dicter ce que je dois penser des uns et des autres par monsieur Obama, figurez-vous. Et moi je n'aurais pas rompu le contrat Mistral, parce que c'est du travail pour les Français, parce qu'il en va de la crédibilité de la parole et de la signature de la France, parce que si nous perdons notre crédit dans ce domaine-là, eh bien ce sont des centaines de contrats que nous perdrons demain, et donc des milliers d'emplois que nous perdrons demain. Alexis Brézé. Est-ce que vous êtes une grande fille? Est-ce que vous approuvez ou désapprouvez les frappes américaines et maintenant françaises en Irak et pour les Américains en Syrie? À partir du moment où l'Irak réclame notre aide, réclame notre soutien, je ne suis pas choqué de ces frappes. J'aimerais savoir quel en est le but. Voilà, c'est ça la vraie question. Parce que moi, je suis aussi interpellée par nos compatriotes qui me disent, mais Madame Le Pen, ceux qui nous ont dirigés ont financé les djihadistes, les ont mis au pouvoir en Libye, les ont armés. On finançait les djihadistes. On finançait les djihadistes. Mais à quoi vous faites référence quand vous dites ça? Ceux qui sont au pouvoir ont financé les djihadistes. À quoi vous faites référence quand vous dites ça? Je fais évidemment référence à la Libye et à la Syrie. Nous avons apporté toutes les aides possibles et imaginables aux djihadistes, en Libye et en Syrie. Et je remarque que j'ai pas eu de mea culpa de monsieur Sarkozy, puisque le premier acte de Nicolas Sarkozy a été d'aller à la pièce de Bernard-Henri Lévy, ce qui était une forme de signal, alors que Bernard-Henri Lévy a été le promoteur de cette erreur historique qu'a représenté l'aide aux djihadistes en Libye. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut aller frapper là-bas pour défendre les minorités, notamment les chrétiens d'Irak, ou pas? Il faut aider les minorités, même si je pense que ce ne sont pas quelques frappes qui vont régler le problème. Donc il faut le faire quand même. Notre aide logistique, notre aide en matière de renseignement sera probablement beaucoup plus efficace. Moi, j'aimerais quand même que le président, au gouvernement irakien, qui peut se débarrasser de l'État islamique. J'ose l'espérer. S'il pouvait, on l'aurait vu. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je pense que la France doit apporter son aide. Mais encore une fois, je veux savoir selon quel périmètre, car les Français, moi, viennent me voir pour, encore une fois, et ils ont raison, pointer du doigt la responsabilité de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, mais ils viennent aussi nous voir en disant sur combien de théâtres d'opération pouvons-nous donc nous déployer, compte tenu des difficultés financières terribles qui sont les nôtres, des sacrifices que l'on nous demande. Or, ils voient un budget de l'armée qui ne cesse de baisser, des militaires qui agissent aujourd'hui dans des conditions qui mettent en cause leur sécurité personnelle, et ils se posent la question de savoir dans combien de pays on est capable d'intervenir. Marine Le Pen, il y a une autre question qui est sous-jacente. Il y a une autre question qui est sous-jacente, qui est celle du retour des djihadistes français qui sont engagés là-bas. Non, mais je voudrais vous entendre là-dessus parce que vous avez dit récemment au journal Le Monde quelque chose qui est surprenant, voire choquant. Vous avez dit... Vous êtes pas choqué pour rien. Non, attendez. Quand vous dites à la limite... Non, mais attendez. À la limite, ceux qui partent, qu'on les laisse partir, on s'en fiche un peu. Vous en fichez vraiment que des jeunes Français. Vous en fichez vraiment que des. Vous choque je sais pas. Vous pensez aux familles. Il y a des familles derrière. Il y a des parents. Non, mais je vous pose la question. Vous en fichez vraiment? Et des parents. Vous en fichez vraiment? La question n'est pas de savoir si je suis choqué. La question est de savoir si vous en fichez. Réponse complètement. Complètement. Ça vous va? D'accord. Donc revenons. Non, attendez, c'est très important. C'est très important, Marine Le Pen, parce que c'est très. Je m'en moque complètement. Que des jeunes Français partent. Ça ne concerne comme ça faire le djihad. Je vous ai dit très clairement. Ça ne concerne pas la communauté nationale, c'est ça ma question. Ça ne concerne pas la politique. Ça ne concerne pas la politique. Moi, ce qui m'importe, c'est de protéger les Français de leur retour. Vous avez compris ça? Ils sont français souvent. Ce qui m'importe, c'est de protéger les Français de leur retour. Comment? Voilà. Comment? Par toute une série de mesures qui n'ont pas été prises, notamment par la maîtrise de nos frontières, parce que. Le problème, c'est que vous comprenez, la disparition des frontières, ça fait le grand bonheur des terroristes et des fondamentalistes. À partir du moment où ils ont réussi à mettre le pied dans l'Union européenne, il n'y a plus aucune frontière intérieure. Ils peuvent aller où ils veulent sans aucun contrôle. Si on les attrape aux frontières, on fait quoi? On les refoule ou on les enferme? Non, il faut évidemment interdire à tout Français de pouvoir aller s'engager dans une armée étrangère. Il faut mettre en œuvre la déchéance. Pas tant que ça, alors. Il faut mettre en place la déchéance de la nationalité. Il faut mettre en place les conditions pour protéger les Français de leur retour. Or, ce que je remarque, c'est qu'il y a des centaines de djihadistes qui sont revenus et que
au dire même des services de renseignement, nous n'avons pas la capacité aujourd'hui de surveiller chacun des djihadistes qui est revenu sur le territoire. Mais ça suffit pas de faire ça. Il faut aussi se poser la question des raisons. Qui finance quels sont les pays étrangers qui financent les lieux soi-disant cultuels qui sont en réalité des lieux de recrutement? Qui finance dans les banlieues? Notamment le Qatar. Alors comment peut-on dans un même temps continuer à avoir des relations diplomatiques avec le Qatar, des relations financières, leur accorder des avantages pour venir investir dans nos entreprises, dans nos banlieues, pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, et en même temps de l'autre côté se plaindre des conséquences des causes que l'on adore. Vous dites qu'il faut une coalition pour aller taper en Irak et en Syrie, et c'est au Qatar. J'ai pas dit qu'il fallait une coalition. Je pense que la France est parfaitement capable d'agir. Il faut que ce soit dans le cadre d'une coalition décidée par l'ONU. Non, j'ai dit que si on pouvait avoir quand même l'autorisation, ce serait quand même mieux. Oui. Enfin, ce sont les règles normalement du droit international. C'est donc au Qatar qui est la base arrière des Américains, si j'ai bien compris, pour aller taper là-bas. Marine Le Pen, l'émission. Comme par hasard, on retrouve ces vieilles relations qui existent depuis déjà un certain nombre de décennies, il faut bien le dire, entre les États-Unis et un certain nombre de pays dont on sait qu'ils sont les soutiens des djihadistes. Marine Le Pen, l'émission touche à sa fin, on aurait pu poursuivre sur ce sujet un certain temps. Je voulais juste, avant de conclure, vous demander un pronostic. Vous êtes remis là, non, mais tout va très bien, ne vous inquiétez pas. Non, mais c'était intéressant de vous entendre là-dessus parce que précisément, je sais pas, la question n'est pas de savoir si je suis choqué, la question se pose. Voilà, quand une responsable politique comme vous tient ses propos. Alors je vous dis autre chose, ça ne me choque pas non plus qu'on remette en place la loi qui autorise à renvoyer chez eux ceux qui, étrangers dans notre territoire, commettent des crimes et des délits. Ça vous choque? Non mais attendez, la question n'est pas là. Et pourquoi alors vous choque la loi qui permet d'arrêter les sites internet djihadistes? Parce que là, pour le coup, c'est une mesure anti-djihad et vous dites, non, ça c'est pas bien. Non, c'est pas une mesure anti-djihad, c'est une excuse. Là, vous avez relancé un débat. C'est une excuse, c'est une excuse qui permet la censure administrative sans surveillance préalable de la justice. C'est ce que veulent faire les gouvernants depuis des années et ils s'autorisent à le faire en se servant de l'excuse du terrorisme. Je pense que c'est un prétexte et moi je suis un défenseur acharné de la liberté numérique que je veux d'ailleurs voir inscrite dans la Constitution. Marine Le Pen, l'émission est terminée. J'aurai pas le temps de vous demander votre pronostic pour les élections sénatoriales la semaine prochaine. Vous pensez que vous aurez un sénateur? Oui, je l'espère que nous allons faire. J'espère que nous allons faire notre entrée au Sénat. C'est la dernière assemblée où nous ne sommes pas représentés. On verra ça dimanche prochain. Merci d'avoir été l'invité du grand jury. Dans un instant sur RTL en direct de l'équipe avec Ludo.